Merci. Bonsoir. Nous disposons d'une demi-heure, m'a-t-on dit, et pour parler d'islamisme et démocratie. Vaste programme. Nous sommes deux à en parler. Comme ça? Oui. Pour exploiter au maximum le temps imparti, on a pensé, si Hatem et moi, répartir ce sujet très vaste en 3 ou 4 questions précises. Chacun donnera son opinion, complémentaire ou contradictoire, vous verrez. Première question, après le rappel très rapide des faits. Naturellement, les faits, c'est la révolution arabe ou le printemps arabe. Vous connaissez ce qui s'est passé en Tunisie. Les faits qui me paraissent personnellement les plus intéressants, c'est la nature de cette révolte. Pour la première fois, des jeunes Arabes se révoltent non pas contre l'impérialisme ou pour la Palestine, mais pour leurs droits, et uniquement leurs droits. Le deuxième fait fondamental, c'est la manière dont cette révolte s'est menée. Absolue, sans aucune nuance, on ne négocie pas, dégage. Vous connaissez la suite, Ben Ali s'est enfui, etc. Cette révolte n'est pas seulement tunisienne, on s'est rendu compte après qu'elle était également arabe, puisqu'elle a essaimé, comme vous le savez, en Égypte en particulier, etc. Troisième élément à noter, l'attitude des puissances. Les Français étaient largués, complètement, même ridicule, vous vous souvenez, les déclarations de la ministre des Affaires étrangères, et les Américains ne sont pas intervenus, découvraient, tombaient des nues. Dans le cas de l'Égypte, l'attitude américaine était essentielle, puisqu'ils investissent beaucoup sur l'Égypte, accordant 1,5 milliard chaque année à l'Égypte, et l'armée égyptienne est essentielle dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Le départ de Moubarak était une catastrophe pour les États-Unis. Les Israéliens et les Saoudiens sont montés au créneau, tout uniment, et les Américains n'ont pas cédé, Obama n'a pas cédé, ils n'ont pas soutenu Moubarak, et Moubarak est parti. J'arrête là le rappel des faits pour dire simplement poser une question. Pour moi, il ne fait pas de doute qu'il s'agit d'une révolution. Les degrés ne sont pas terminés, elle continue, on pourra en parler après, mais il se trouve, et je crois que c'est l'opinion de C. Hatem, en tout cas il va s'exprimer, il se trouve que beaucoup de gens, il y a même des livres qui ont été écrits, suggèrent qu'il y avait un complot, qu'il y a un mukhattat, comme on dit en arabe. Et donc cette révolution n'était pas si spontanée que ça, et qu'il y a eu manipulation. Je m'arrête là pour donner la parole à C. Hatem. Merci, C. Hamid. Honnêtement, je ne crois pas à la théorie du complot. Il faut que cela soit dit de façon très claire et, à mon sens, définitive. Il n'y a pas eu de complot ni interne ni international. Qu'il y ait eu des manipulations après coup, cela, à mon sens, ne laisse aucun doute. Il y a eu une spontanéité après le geste qui a été fait par Bouazizi à Sidi Bouzid. Il y a eu des manifestations spontanées dans plusieurs parties de la Tunisie, et ces manifestations ont été très mal gérées par le pouvoir en place, qui considérait que ces mouvements de foule n'exprimaient pas justement un ras-le-bol et une position tranchée, ce qui était réellement le cas. Donc une très mauvaise gestion de ces manifestations a débouché sur leur caractère imprévisible et, je dirais, impossible à retenir. Ça, c'est les faits. Est-ce qu'il y a eu des interventions étrangères? Personnellement, je n'en doute pas. Certaines puissances étrangères ont essayé, à un certain moment de l'évolution de ces manifestations populaires, ont essayé de manipuler, de prendre en main ce mécontentement des foules tunisiennes, et une certaine station télévisée connue, Al Jazeera, a joué un rôle essentiel dans ce cadre-là. Donc, complot ourdi de l'intérieur ou de l'étranger, non, mais les États relais qui ont joué le rôle que vous savez lors de l'affaire irakienne et autres,
ces États relais ont été justement en première ligne le jour où on a commencé à sentir que le régime s'effondrait. Mais quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est le grand Moyen-Orient. C'est le fameux projet de Bush fils qui voulait absolument que le Moyen-Orient soit, le Moyen-Orient dans son sens large, soit le plus compatible possible avec la démocratie vue, bien sûr, de la façon bushienne. Je suis sceptique à cause d'une chose. D'abord, l'examen des faits très attentif montre qu'il s'agissait d'une révolution spontanée. Personne ne l'a organisée. Et je crains que lorsqu'on insiste sur les manipulations possibles ou imaginaires, on enlève à ce mouvement qui est très fort et très important et qui perdure toute sa pureté et tout son intérêt. Et c'est pour ça que je suis réservé. Et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord sur la notion de complot. Oui, mais d'une part, vous enlevez complot, et d'autre part, vous le faites sortir par la porte, en tout cas, et vous le ramenez par la fenêtre. Une chose est certaine, dans l'avion qui a décollé avec Ben Ali, il y avait un étranger. Qui était cet étranger? Quel était son rôle? Que faisait-il là-bas? C'est le grand point d'interrogation auquel je n'ai pas de réponse personnellement. Toutes les révolutions, il y a des faits mystérieux, compliqués, etc. Bon, bref, si vous permettez, on passe au deuxième sujet. Islamisme et démocratie. Vous démarrez. D'abord, je dois reconnaître d'abord qu'il s'agit ici d'une question qui est assez biaisée parce que à chaque fois qu'on parle religion et politique, c'est toujours l'islam qui est visé. Or, vous le savez, nous le savons tous, il y a eu des expériences d'autres religions qui ont été politisées ou plus ou moins politisées et qui ont utilisé cette notion de religion, les principes de religion, pour pouvoir asseoir un certain pouvoir politique. Moi, ce que je devrais dire dès le départ, c'est qu'en ce qui me concerne, toutes les religions, quelles qu'elles soient, ne peuvent pas être par définition compatibles avec la démocratie. Parce que la religion, qu'elle soit hébraïque, chrétienne, musulmane ou autre, la religion a une sphère de compétences qui est spécifique. La religion est ce qu'il y a de plus sacré pour chaque être humain. Et ce sacré-là n'a rien à voir avec la politique politicienne, avec le modèle de régime politique, avec les modèles politiques que nous avons vus, que ce soit en Occident ou aujourd'hui dans les pays du printemps arabe. Donc, moi, je sépare d'abord démocratie, d'abord système politique et religion, et je sépare islam, qui est une religion, et islamisme, qui est une idéologie. Pour moi, il y a une différence claire et nette entre l'islam en tant que religion monothéiste sacrée et en tant qu'islamisme politique qui, pour moi, est une idéologie, qui est un instrument d'accès ou d'accéder au pouvoir politique. J'ai peur que ce soit une discussion byzantine. C'est le sexe des anges. Une religion, c'est les rapports entre l'individu et le créateur. Que par ailleurs cet individu puisse vivre dans un système démocratique, c'est quoi la démocratie? On ne sort pas de la définition de Churchill. C'est le plus mauvais système, à l'exception de tous les autres. C'est le suffrage universel, tout le monde l'admet. Pourquoi quelqu'un qui est croyant refuserait d'adhérer à un système politique où le suffrage universel, l'alternance, la démocratie, le parlementarisme, l'état de droit sont essentiels? Pourquoi? Il n'y a aucune incompatibilité. Je prends le cas du Maroc. Les Marocains sont croyants. Vous ne pouvez pas leur enlever de la tête qu'ils sont croyants. Ça ne les empêche pas d'être de gauche, de droite, islamistes, pas islamistes. Donc la religion n'empêche en rien. Qu'on dise que le système vient de la religion, uniquement de la religion, comme les frères musulmans qui disaient le Coran est la seule constitution, ça, effectivement, il y a un abus. Mais il ne faut pas tomber dans l'abus inverse. Dire que tout croyant est exclu de la démocratie parce qu'il est croyant ou c'est une séparation rigide entre les uns et les autres. Non, il n'y a pas de séparation rigide, mais il y a, je l'ai dit, des sphères de compétences. Oui, c'est évident. On peut être musulman et vivre dans un régime démocratique. Pour moi, cela n'a
aucun sens d'incompatibilité. Moi, ce que je dis, c'est qu'une religion, quelle qu'elle soit, ne peut pas être exploitée en tant qu'instrument d'accession au pouvoir politique. Et malheureusement, on ne parle que d'islamisme politique, on ne parle que d'islam lorsqu'il s'agit d'analyser ce qui se passe réellement dans nos pays. Ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays, tu l'as très bien dit, Hamid, c'est des forces spontanées qui ont fait une révolution pour la dignité. D'ailleurs, je tiens à faire remarquer que ces forces-là étaient à 90% des forces de la jeunesse, particulièrement de la jeunesse qui a été brimée, qui a eu des diplômes et qui n'a pas eu d'avenir en Tunisie et par la suite par ailleurs. Cette jeunesse-là, où est-elle aujourd'hui? Elle est totalement inexistante. Elle n'a rien à voir ou plus rien à voir avec la réalité du pouvoir politique qui s'exerce dans nos pays. Et ceci ne nous empêche pas de dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont été derrière, en force, derrière ces révoltes, cette révolution, sont aujourd'hui totalement absents de la scène politique. Question, est-ce que les partis islamistes sont démocratiques ou pas? Vous savez, lorsque à chaque fois qu'on veut prendre une décision, on considère que cette décision est inspirée de Dieu, est-ce que vous pouvez vous discuter, dialoguer avec quelqu'un qui considère que sa décision est inspirée par la volonté divine? Cela ne m'empêche pas de dire que Dieu lui-même a peut-être été entre guillemets, l'être le plus démocrate, puisque vous savez, connaissez la fameuse sourate avec le diable. Dieu, Allah en tout cas, a directement dialogué avec le diable lorsque le diable lui avait dit « Pourquoi tu as choisi Adam? Lui, il est de terre et moi, je suis de feu. » Et Dieu a essayé un peu de convaincre dans cette fameuse sourate, de convaincre Satan qu'il fallait respecter sa décision. Je ne conteste pas, je ne mets pas en doute donc cet aspect démocratique qui est inné, je dirais, à la religion musulmane. Et vous connaissez ça mieux que moi. La shura, d'ailleurs, n'est pas la démocratie, c'est autre chose, c'est la consultation. Mais ce que je veux dire ici, et c'est la chose sur laquelle je voudrais insister, c'est entre religion, entre islam, qui est notre intimité, notre sacré, et entre l'exercice que nous pouvons avoir du pouvoir, il ne peut pas y avoir de convergence. C'est pour cela que je considère que ceux qui utilisent la religion, qu'ils soient islamistes ou autres, à des fins politiques, ne peuvent pas être démocrates et ne pourront jamais mettre en place un régime consensuel dans nos pays. J'ai très peur que ceux qui sont contre les islamistes soient plus fanatiques qu'eux. J'ai vraiment très peur. Parce que, allons à l'essentiel. C'est quoi la démocratie d'un parti politique? Je prends le PJD au Maroc. On peut prendre Narda en Tunisie. Autant que je sache, et c'est vérifiable, le PJD est un parti démocratique. Ses instances se réunissent régulièrement. Pour désigner un ministre, ils font des votes internes très compliqués, etc. Ils sont peut-être beaucoup plus démocratiques que d'autres partis, comme la gauche ou comme le Istiqlal, etc. Le Istiqlal, c'est la première fois dans son histoire qu'il a une élection, alors qu'il a 70 ans d'histoire. C'est un vénérable parti. Mais ce n'est pas le cas du PJD. Et le Premier ministre, Ila Belkacem, a tout le mal à gouverner parce qu'il doit tenir compte de ses ouailles, il doit tenir compte de ses militants. Bien. Donc il y a une sensibilité démocratique, ils se contrôlent entre eux, etc. etc. C'est un parti islamiste et en même temps démocratique. On ne peut pas dire que le Narda ne soit pas un parti démocratique. C'est Ben Ali qui était antidémocratique, il les a foutus en prison pendant 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas combien de temps ça a duré, et c'est 30 000 à avoir tâté de la prison. Donc on sait ce qui est démocratique, ce qui n'est pas démocratique. Attention Hamid, moi je n'ai pas dit que le PJD ou Ennahda ne sont pas démocratiques. Oui, j'ai dit que ceux qui exploitent la religion à des fins politiques ne peuvent pas, de par leur formation, de par les principes qu'ils défendent, ne peuvent pas avoir mais c'est pour ça que j'ai parlé de tendance démocratique. On est en train de faire leur procès. Non, on peut pas faire l'inquisition. On ne peut pas faire le procès ni du PJD ni des Nada. Non, on ne peut pas faire leur procès tout simplement parce qu'on ne les a pas encore vus réagir face à ce que les urnes diront. Nous saurons, dans quelques mois, en Tunisie en tout cas, si le parti Ennahda est démocratique ou pas, à partir du moment où on verra
comment les prochaines élections seront organisées, si elles seront transparentes, libres et démocratiques, et si résultat contraire à eux se fera, s'ils accepteront la question de l'alternance. Donc on ne peut pas les juger. Je ne juge pas. Vous avez parfaitement raison. Là, il y a un critère objectif, simple, qui est l'alternance. S'ils s'accrochent au pouvoir après l'avoir perdu, ils ne sont pas démocratiques. Il y a leur fonctionnement interne, il y a des règles. On est d'accord. S'ils ne respectent pas les règles, à ce moment-là, ils ne sont pas démocratiques. Autre question concernant les islamistes, c'est l'international. On va se tutoyer. Tu as l'air de penser qu'il y a une internationale islamiste. Moi, je l'ai toujours dit depuis, et d'ailleurs, je n'ai pas à le dire, c'est l'histoire qui l'a toujours démontré. Il y a une internationale islamiste, d'ailleurs, qui ne se renie pas, qui se reconnaît, qui a ses chefs, qui a ses réunions, qui a ses conférences, qui a ses programmes politiques. Et moi, j'estime que, d'abord, il y a bien sûr un seul islam, mais il y a plusieurs sortes d'islamisme. Donc il y a plusieurs sortes d'approches politiques de l'islam. Ces approches-là sont coordonnées par une centrale, par aujourd'hui les frères musulmans, ils sont connus, ils le disent, ils ne le renient pas. Et j'estime que beaucoup de décisions qui sont prises à un niveau national reviennent souvent sur la place internationale. Il y a une coordination entre les différents mouvements nationaux sur un plan, en tout cas régional arabe. Ça, je n'en doute pas et tout le monde peut le vérifier. Pas le PJD. Le PJD, je ne suis pas marocain, je ne peux pas vous répondre. Non, je suis marocain, mais je peux me prononcer aussi sur les autres. Le PJD, je suis formel. Ils sont autonomes, indépendants et locaux. C'est un parti marocain, strictement marocain. Que Dieu vous entende. Ils n'ont pas d'accointance avec les autres. Mais toute leur histoire, ils ont fait pour être indépendants. Ils ont renoncé à deux choses, à la violence, parce qu'ils étaient obligés de renoncer à la violence, et ils ont renoncé à toute accointance avec l'extérieur, autant que je sache, d'après ce qu'on sait et d'après ce qu'on peut lire dans les écrits de Tozé en particulier. Question concernant la Tunisie, d'où vient le salafisme? D'où viennent les salafis? Vous savez, c'est vraiment une question très importante et probablement sans réponse. On donne 90, 9 000. On donne 9 000, on donne 20 000, on parle de 20 000. Ah bon. Aujourd'hui, nous avions vécu, je sais qu'il y a des Tunisiens dans cette salle, nous avions vécu dans les années 90 cette apparition de barbus, très pacifiques d'ailleurs, qui prêchaient le bon islam, le vrai islam, etc. Ces gens n'étaient pas violents. Leur mission était tout simplement une mission de da'wah et de tablir. Et ces gens-là, petit à petit, ont commencé à occuper les rues et puis à rôder autour de certaines mosquées, autour de certaines personnes. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, nous découvrons un nouveau visage du salafisme, parce que la définition de salafisme n'a rien de violent. La violence n'a jamais été, en tout cas, un des instruments des salafistes, parce que pour eux, le salafisme, c'est un retour aux sources, c'est un retour à l'islam des origines. Aujourd'hui, nous faisons le constat que le salafisme, en tout cas certaines franges du salafisme, utilisent non seulement la violence verbale et autres, mais aussi les armes et le djihad. C'est le salafisme djihadiste que nous voyons chez Hakmi, au nord du Mali, au sud de la Tunisie, en Libye, et qui est un salafisme que nous ne connaissons pas, que nous sommes en train de découvrir. C'est peut-être une reconversion d'Al-Qaïda, comme on est en train de le dire aujourd'hui. Je vous donne une solution, parce que ça m'a intrigué comme beaucoup d'observateurs. J'ai enquêté un peu et la réponse est assez bête. Il y a 3000 salafistes en Tunisie qui sont sortis de prison. Ils étaient simplement cachés du temps de Ben Ali. Ben Ali les avait mis en prison et tout le monde les a ignorés. J'ai interrogé les amis tunisiens de gauche, Khamaïs Chemagui en particulier. Il m'a dit, je reconnais, on les a totalement ignorés. C'est-à-dire la gauche ignorait complètement qu'il y avait des citoyens tunisiens qui étaient jetés en prison. Naturellement, maintenant qu'ils sont sortis, ils en veulent à l'humanité. Et ils en veulent beaucoup aux autres. D'où leur violence, etc. D'où la violence et puis cet esprit de revanche, de vengeance qu'on est en train de voir. Ces incursions que les salafistes font à peu près dans tous les meetings politiques pour empêcher qu'il y ait une véritable expression au niveau de toutes les sensibilités politiques. Il y a une sorte de rempart aujourd'hui salafiste qui empêche les pratiques démocratiques de se mettre en place en Tunisie. On dit que le parti au pouvoir est quelque part derrière cela. Je n'en ai pas la preuve évidente, je ne sais pas,
Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les gens au pouvoir aujourd'hui, les islamistes au pouvoir aujourd'hui, ne condamnent pas cette violence salafiste et considèrent que les salafistes sont leurs enfants, qui vont les récupérer et qui vont en faire de bons citoyens. C'est exactement la théorie américaine de l'islamisme. L'islamisme, pour les Américains, c'est le meilleur rempart au terrorisme. Vous savez que au début des années 2000, des responsables, de très hauts responsables des affaires étrangères américains ont déclaré que la meilleure façon d'éviter le terrorisme dans le monde, c'est de mettre en place des régimes politiques islamistes dans les pays arabes et de faire en sorte que ces régimes fassent ce qu'ils appellent, eux, le new containment, le nouveau containment. Et cette théorie-là me rappelle donc un peu ce qui s'est passé dans le monde et ce qui s'y passe aujourd'hui. Question sur la Tunisie. Quand la Tunisie va retrouver sa stabilité? Moi, je pense que le plus gros problème en Tunisie aujourd'hui, c'est la disparition de ces liens de confiance et de solidarité, je souligne beaucoup confiance, qui existaient entre les membres de cette grande famille tunisienne. Aujourd'hui, la confiance n'existe plus. Nous avons besoin, non pas d'argent pour nous assister, mais nous avons besoin qu'on nous assiste pour qu'on retrouve cette confiance entre nous, pour que le Tunisien ressente de nouveau qu'il appartient à une nation, à un pays qui s'appelle la Tunisie. Cela a été perdu ces derniers mois. Nous avons vu, à notre grand désespoir, des drapeaux noirs flotter au lieu de nos drapeaux rouges étoilés, et cela a fait énormément de mal à la Tunisie. Nous avons aujourd'hui, malheureusement, une sorte de désinstitutionnalisation de l'État. L'État est en train de se déliter. Nous avons des problèmes de reprendre les choses en main. La Tunisie fait face à des défis énormes, que ce soit sur le plan politique, économique ou social. Social, le parti au pouvoir a des problèmes énormes avec les syndicats. Nous avons des problèmes avec nos entreprises, des problèmes de production, des problèmes de productivité. Il y a une ambiance délétère aujourd'hui en Tunisie qui n'est pas la meilleure façon de nous sortir de là où nous sommes. Moi, je pense qu'il est grand temps qu'une vraie et franche réconciliation nationale se mette en place, justement pour retrouver cette confiance et pour reconstruire la Tunisie qui a besoin de tous ses enfants, de tous les Tunisiens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème politique majeur qui vient de deux faits? Le premier, c'est que Nada représente 30% de l'électorat et que la majorité du pays reste en dehors du système politique. Les deux remarques sont les suivantes. D'une part, il y a ce qu'on appelle les démocrates ou les laïcs en Tunisie qui ne reconnaissent pas la victoire de Nada. Normalement, on devrait, comme après l'indépendance de la Tunisie, tout le monde a accepté le système nationaliste, qui est le système Bourguiba, et les autres sont restés marginaux. Aujourd'hui, il y a un système démocratique qui devrait faire l'unité nationale. Or, du côté de la gauche ou des démocrates, il y a une réticence. Ils écoutent beaucoup plus ce que pensent les Français de la situation en Tunisie que le propre intérêt des Tunisiens. Et ils restent en marge sans accepter la légitimité démocratique de Nada. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, il y a une force très importante en Tunisie qui s'appelle le Destour. On ne peut pas dire que l'ensemble des Destours, c'était des flics. Non. Il y avait 2 millions, paraît-il, d'adhérents au RCD. Mais il y a quand même un noyau dur de Destouriens historiques, on connaît bien la Tunisie, qu'on ne peut pas éliminer de la vie politique. Or, ils sont en dehors de la vie politique. Et la Tunisie a besoin d'une union nationale, de la légitimité reconnue par tous, et de la part des islamistes, d'une ouverture en direction du Destour pour créer un équilibre à l'intérieur du pays. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça le problème? D'abord, je dois dire que ceux qui n'acceptent pas aujourd'hui la légitimité démocratique d'Ennahda, passez-moi le terme, mais ces personnes-là n'ont rien compris à la démocratie. Ennahda, qu'on l'accepte ou pas, qu'on soit d'accord avec ses idées ou pas, Ennahda a été élu légitimement. La souveraineté populaire s'est exprimée à travers les urnes, et les urnes ont donné ce parti islamiste premier arrivé sur le paysage politique tunisien. Donc moi, je pense que c'est un faux débat de ne pas accepter la légitimité aujourd'hui d'Ennahda. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on ne peut pas aujourd'hui effacer d'un trait de plume une histoire de plus de 80 ans.
Parce que le Destour est apparu en Tunisie dans les années 1920. C'est l'un des partis les plus enracinés dans le peuple tunisien. C'est l'un des partis c'est le seul ou l'un des rares partis qui a réellement lutté pour amener l'indépendance. C'est un parti qui a construit l'État-nation, qui a fait la Tunisie. C'est des réseaux, c'est des forces aujourd'hui occultes. Exactement. Qui a créé le syndicalisme au Maghreb. Exactement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nier que cette frange de la population ne peut pas être exclue. Et moi, j'estime, parce qu'il y a aujourd'hui une loi au sein de l'Assemblée nationale constituante tunisienne qui veut exclure les gens du Destour. Ce sera la plus grande faute qui sera commise par Ennahda si cela se fait. Dernière partie, parce que le temps presse, je suggère qu'on parle un peu du populisme, parce que je crois que nous vivons le temps du populisme. Le populisme, c'est une autre manière de dire démagogie, mais c'est une autre manière de décrire de nouvelles forces politiques qui jusqu'à présent étaient loin de la scène. Au Maroc, c'est assez remarquable avec l'élection de Hamid Chabat, un personnage haut en couleur, qui est un syndicaliste, à la tête de l'Istiqlal. Et avec un Premier ministre, un chef du gouvernement comme Abdelillah Belkirane, qui fait également dans le même style. Et je me demande si on n'assiste pas dans le sillage du printemps arabe à l'éruption d'une nouvelle force politique, de nouvelles élites qui jusqu'à présent étaient loin de la politique. Je crois qu'au Maroc, enfin je parle de... Tu me permettras de parler 2 mots du Maroc. Au Maroc, Hassan II avait anticipé, pour employer un mot presque vulgaire, l'Aroubia. Driss el-Bessri incarnait ça. Il fallait intégrer dans le Makhzen les nouvelles couches politiques qui, grâce à l'enseignement, sont arrivées ont émergé dans la société. Ils n'étaient plus éloignés, ils commencent à dominer. Et le phénomène Driss el-Bessri, ministre de l'Intérieur, qu'on connaît bien, a incarné cette force-là. Du côté des partis politiques, ce n'était pas encore arrivé. Et ça arrive aujourd'hui. Et on a au Maroc, avec Hamid Chabat à la tête de Hizb al-Istiqlal, et avec Abdelillah Belkirane, le même style d'hommes politiques qui ont un langage très populaire. La force d'Abdelillah Belkirane, c'est la manière dont il parle aux gens. Il parle aux gens leur langage. Il ne parle pas un langage châtié, il parle le langage des prêcheurs dans les mosquées populaires. Et du coup, il a rendu inutile tous les intermédiaires, les intellectuels, les journalistes. C'est pour ça que les journalistes râlent contre Belkirane, parce qu'ils ne servent plus à rien. Ils parlent directement aux gens. Quand vous discutez avec les gens, vous voyez qu'ils ont parfaitement compris de quoi il s'agit. La caisse de compensation, ils sont tous experts, après avoir écouté Belkirane. Et je crois que l'islamisme représente également cette éruption du populisme. Et je te laisse la parole. Hamid, moi j'estime que le populisme est la meilleure façon de saper les fondements de l'État, en tout cas dans sa conception moderne. Moi j'ai lu, pour une étude que j'ai faite et que j'ai présentée, j'ai lu les programmes politiques au cours des dernières élections des différents partis islamistes, particulièrement ceux d'Égypte, de Tunisie et du Maroc. Et à la lecture, même primaire, de ces programmes, vous sentez très vite la dimension populiste de ces programmes. Quand en Tunisie, on vous écrit dans un programme qu'il va y avoir la création de 500 000 emplois, en sachant ce que la Tunisie peut produire comme biens et services, et que c'est quelque chose d'impossible, de parfaitement impossible. Quand on voit dans le programme du PJD le rôle que va jouer Zakat dans le comblement du déficit budgétaire, etc., donc je prends 2 petits exemples, vous vous posez vraiment des questions. Et c'est là où moi, je pense que le rôle des élites peut être un rôle très très important à l'avenir. Et lorsque je parle d'élite, je ne tiens pas à assumer le caractère élitiste, si je puis me permettre de dire, le caractère élitiste de la politique. La politique peut être faite par tous.
elle appartient au peuple. La politique, elle est notre, notre bien commun dans nos pays. Mais aujourd'hui, exclure les élites, parce qu'on vient de découvrir, je ne sais pas ce qui s'est passé au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a des coalitions, mais en Tunisie, on vient de découvrir que justement, c'est ce parti islamiste qui se prévalait d'avoir des élites, etc., n'a pas pu les présenter. En tout cas, le gouvernement actuel est l'un des gouvernements qui est le plus critiqué dans l'histoire de la Tunisie. On n'a jamais vu autant d'incurie dans un pays qui a autant d'histoire dans l'éducation, le professionnalisme et bien sûr l'élite. Donc moi je pense que les élites doivent rejouer leur rôle et le fait de les exclure aujourd'hui parce que soi-disant elles ont fait partie de l'ancien régime, c'est vraiment un faux problème. La Tunisie comme le Maroc, la Tunisie est à tous les Tunisiens, on ne peut pas fonder l'avenir de notre pays sans mettre tout le monde ensemble, sans réunir les Tunisiens autour d'un pacte national, autour d'un consensus national, qui est la seule possibilité de sortir le pays du débat stérile dans lequel il se débat aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est un risque que la Tunisie, petit pays sans ressources, ne pourra jamais supporter. Pour conclure, je suggère une question. Est-ce que... Vous avez raison. Allez-y. Pour conclure, je suggère de me taire et de passer la parole à la salle. Il y a un micro. Oui. Oui, les nouvelles élites. Oui. Avant de poser la question à M. Benhatem, j'aimerais revenir sur le complot. En France, à cette période-là, on a développé la notion d'aveuglement. Oui. Et l'aveuglement est une conspiration aussi, vous le savez très bien. Et il ne faut pas oublier qu'en Tunisie, la révolution a été technologisée et c'était un paramètre très important. Moi, je voudrais poser une question précise concernant l'élaboration de la constitution tunisienne. C'est très important. Bon, le Maroc a fait une approche différente. Réforme constitutionnelle, élection. Vous avez commencé par autre chose. Et dans l'élaboration de la constitution, il y a un élément fondamental. C'est cette notion de femme complément de l'homme. Et c'est des acquis de 56 ans et plus. Et vous avez la moitié de la population que vous privez d'un droit. Alors que chez nous, pour faire le parallèle, nous avons fait des conventions des Nations Unies, une loi supranationale, du moment qu'on l'a ratifiée. Et donc, on a zappé cette discrimination. C'est peut-être parce que le Nahda a voulu que ça soit ainsi. Et donc, peut-être qu'au niveau de la démarche, le Maroc a bien réussi son examen de passage. Moi, je suis totalement d'accord de votre avis, surtout que bien avant la démarche constitutionnelle... Hein. Tu réponds rapidement. Je réponds très vite. Hein. J'étais parmi les rares en Tunisie à dire que c'est une véritable faute historique que d'effacer et de jeter à la poubelle une constitution qui a été faite par les pères fondateurs de la nation tunisienne, pas par Bourguiba, pas par Ben Ali, mais par les pères fondateurs de la nation tunisienne. Jeter cette constitution qui est l'héritière de la première constitution de l'humanité, la constitution de Carthage, la première constitution arabo-musulmane en 1861 était tunisienne. Jeter cette histoire-là à la poubelle et venir faire semblant de mettre en place une nouvelle constitution, moi j'estime, et je l'ai écrit, j'estime que c'est une erreur historique. Maintenant, venir à des gens qui représentent des tendances politiques, qui représentent certains partis politiques, et leur dire d'écrire une constitution pour tout un peuple tunisien, l'exercice est biaisé à la base. C'est pour cela qu'il y a eu des tentatives d'imposer des notions de complémentarité qui n'ont absolument rien à voir, ni avec l'histoire de la Tunisie, ni avec le statut réel de la femme, parce que la femme en Tunisie, ce n'est pas le code du statut personnel. C'est des réalisations concrètes, non pas octroyées par Bourguiba ou par Ben Ali, mais faites par la femme tunisienne, acquises après une âpre lutte par la femme tunisienne et pas par qui que ce soit. J'ajoute un mot seulement, parce que la question de la Constitution est très importante. Je vous signale, je vous rappelle qu'au Maroc, il y a eu beaucoup de critiques concernant la méthode
de l'élaboration de la Constitution. La commission qui a siégé pendant 2 mois a été très critiquée. Je vous rappelle que le 20 février, j'étais dans la manifestation, il y avait comme pancarte « La Dostor Memlouh », non à la Constitution octroyée, ce qui était le même slogan qu'en 1962. J'ajoute un mot, le mouvement du 20 février préconisait une constituante. Préconisait qu'on réunisse une constituante à la manière tunisienne. Et on se serait trouvé dans la situation de la Tunisie aujourd'hui. Exact. J'arrête. D'accord. À vous. Hello, I am the Deputy Minister of Energy from Turkey. I wish I was able to ask this question and my comment in Arabic, because we share the common values, which is Arabic. I disagree with what you said mostly. I personally believe that there is a big wave coming, social change coming in the Middle East, in especially the Muslim world, including Turkey. And interpreting this change, this movement, this big wave, unresistible wave, within the jargon of the 20th century social and political conceptualization is probably a very big mistake that could be done by the politicians. So I think the best thing that we could do is to understand the change, the social change in the Muslim streets, so that accommodate our political system that will see some resonance in the West as well, and help the West to properly change themselves. But speaking of Islamism, I disagree with you. Islam does not take any connotation, anything whatsoever. If Islam takes connotation like Islamism, radical Islam, so does the Judaism. So does the Judaism, Christianity. So I personally disagree with what you said mostly. Thank you very much. Est-ce que, évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais personne ici ne conteste qu'il y a aujourd'hui une vague, un retour de religiosité, un retour à la spiritualité dans le monde arabo-musulman. Personne ne le conteste. Votre problème, c'est que vous jugez ce qui se passe dans nos pays à travers l'orne de l'expérience turque de l'AKP. Votre islamisme à vous, votre parti politique que je connais personnellement, j'ai été ambassadeur en Turquie et je connais particulièrement les 2 dirigeants que vous savez, et vous-même d'ailleurs. La différence entre nous et vous, c'est que vous, c'est du conservatisme. C'est un mouvement conservateur. En Turquie, je vais vous choquer peut-être, mais l'islam, à cause d'Atatürk, n'est pas perçu comme nous percevons notre islam. Nous n'avons jamais eu de rupture islamique chez nous. Nous avons toujours été musulmans, nous le sommes toujours, et je prie Dieu que nous le serons les siècles prochains. Nous n'avons pas de doute quant à notre islamité. Moi, quand je me lève le matin, que je me regarde dans une glace, je ne me pose pas la question si je suis mécréant ou musulman. Je sais que je suis musulman et personne ne peut me contester ce statut-là. C'est différent en Turquie. C'est totalement différent en Turquie. C'est Hassan. Bourguiba, quand il se regardait dans la glace, il se prenait pour Atatürk. Il se prenait pour un Atatürk, mais un Atatürk modèle, mais foncièrement musulman, parce que Bourguiba était un très bon musulman. Bourguiba n'a jamais remis l'islam en question, n'a jamais remis la religion en question. Bourguiba a tout simplement interprété certains préceptes de l'islam, tels que le djihad, pour le mettre au profit du développement économique, social et culturel. Bourguiba n'a jamais été contre l'islam, c'est faux. Ce n'est pas le cas, malheureusement, d'Atatürk qui, lui, a été pour lutter carrément contre toute tendance musulmane au sein de cette Turquie ottomane. Dernière question. On me fait signe d'arrêter. Et comme c'est une jolie femme qui me dit d'arrêter, j'obéis. Moi, je suis l'ambassadeur de Turquie ici, Maroc. Je suis ici depuis 2 mois. Quand vous dites que moi, je ne suis pas d'accord avec vous, que
c'est un islam d'Atatürk ou bien Atatürk n'est pas musulman, quelque chose comme ça. Je ne crois pas que Atatürk a fait comment je veux dire, les révolutions, disons-nous, mais ce n'est pas des révolutions, les renouvellements, disons, n'est pas fait pour être dans un cas non musulman. Là, la Turquie est totalement musulmane. 49,9% sont musulmans. Mais à l'époque de Atatürk, il y a eu quelque chose. Peut-être les dirigeants d'État n'ont pas fait. Pardon. Les dirigeants d'État n'ont pas voulu montrer leur croyance pour faire une révolution. C'était ça. Exact. Oui, d'accord. Merci C'était beaucoup. ça que Merci beaucoup pour votre attention. je vais vous dire. Je m'excuse de vous bousculer, mais on me fait des signes et je lève la séance. Quand le débat commence à être intéressant, enlève la séance, c'est dommage. À bientôt.